Bienvenue dans cette conférence intitulée Créatrices et créateurs, entrepreneurs, outils et conseils pour passer de l'idée à l'action. Donc, c'est présenté par le réseau des diplômés et des donateurs en collaboration avec le CEU Montréal. Ça, c'est nous. Je vais vous détailler ça dans un instant, mais tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Jonathan Chaloux. Je serai l'animateur aujourd'hui. Je suis également père de 3 enfants. Pourquoi c'est important que je vous partage ça? C'est parce que ça fait partie de ce qui influence mon quotidien. La raison étant que je travaille à leur léguer une planète en santé et un système économique viable. Et je fais ça comment? En supportant des startups et des entreprises responsables. Et je le fais en ce moment au Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Puis c'est un privilège d'animer aujourd'hui cet atelier, cette conférence. Je vais vous définir un peu l'entrepreneuriat selon moi. L'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin. Et on s'est fait approcher par le réseau et la faculté d'aménagement nous disant qu'il y avait un grand besoin au niveau des étudiants et étudiantes d'être exposés à des modèles entrepreneuriaux, être exposés à des parcours et à des humains qui ont fait ce saut-là. Donc, je passe la parole à Lindsay, Dora et Anne. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tous et à toutes d'être ici ce midi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation et d'avoir saisi cette belle opportunité de reprendre ou de garder contact et de retrouver vos consoeurs et confrères de la Faculté de l'aménagement. Comme Jonathan l'a dit, je suis Lindsay Dora Germain. Je suis votre conseillère aux relations avec les diplômés. Mon rôle est d'être une courroie de transmission entre vous et toute la communauté de l'Université de Montréal, un levier afin de consolider et faire rayonner vos projets, mais aussi une voix pour vous faire entendre et répondre à vos besoins. Je sais que les diplômés de la Faculté de l'aménagement s'illustrent de bien des manières et nous sommes heureux de partager vos bons coups, petits ou grands, avec toute la communauté universitaire. Nous travaillons par ailleurs à la mise sur pied d'un bulletin exclusif pour les diplômés de la Faculté de l'aménagement. Nous avons bien hâte de vous y lire et de vous y découvrir. Le réseau des diplômés des donateurs de l'Université de Montréal offre également depuis peu un programme de mentorat pour les diplômés de la Faculté de l'aménagement. Vous en avez fait la requête et encore une fois, nous vous avons écouté. Et comme Jonathan l'a mentionné en ouverture, j'ai été sollicitée par les étudiants et les diplômés concernant un événement portant sur l'entrepreneuriat et je suis vraiment contente d'être en mesure de l'actualiser aujourd'hui et donc de répondre à ce besoin. J'invite donc tous les diplômés à communiquer avec moi sans réserve. Je suis à l'écoute de vos besoins et merci encore de vous joindre à nous ce midi. Je te repasse la parole, Jonathan. Merci. Lindsay Dora. Je vais allumer ma caméra, ça va être plus fonctionnel. Rebonjour tout le monde. Donc, quand on a réfléchi au format aujourd'hui, je tenais à ce que ce soit extrêmement humain comme dynamique, autant par les personnes qu'on a sélectionnées qui le sont dans leur posture, mais que dans l'interaction. Donc, on va vous présenter en fait un 25 minutes de panel d'échange d'interaction. Puis à la fin, on va réserver un moment pour les questions et réponses. Donc, je vous invite tout au long de notre conversation d'utiliser en bas le bouton Q&A pour question and answer, questions et réponses, pour poser vos questions auxquelles on va répondre à la fin. Si vous êtes réservé, vous pouvez attendre à la fin pour poser vos questions. Ça va nous faire un plaisir de les relayer. Puis moi, je tiens à avoir du plaisir, je tiens à ce que ce soit participatif et je tiens à ce que vous saisissez l'occasion. On a 2 personnes extraordinaires qui sont à un bras de distance. Un bras de distance. Vous pouvez leur écrire, leur parler, c'est incroyable. On va donc débuter par vous présenter nos invités. On a 2 invités d'exception. Je suis très fier d'accueillir avec nous Céline Jupeau, la fondatrice de Cotemo, une entreprise B Corp qui crée des articles promotionnels locaux et éco-responsables. Bonjour Céline. Et on accueille également Francis Labrec, qui est architecte chez Labrie et qui se spécialise dans les projets de nature résidentielle et commerciale, ainsi que dans les installations urbaines, qu'elles soient permanentes ou temporaires. Bonjour à vous deux.
Euh, Avant qu'on embarque sur les éléments plus professionnels, j'aimerais ça donc découvrir un peu les humains qui se cachent derrière de fantastiques carriéristes. Je vous demanderais de me partager c'était quoi votre rêve d'enfant. Et Céline, comme tu l'as mentionné, tu choisis lequel. Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Donc je t'invite à commencer, Céline. Quand j'étais enfant, je voulais être hôtesse de l'air. Je pense que c'est un des métiers qui m'a beaucoup marqué durant mon enfance. Après, j'ai eu un petit passage ministre de l'Éducation, puis tout ça, là, mais c'était comme un petit passage politique qui s'est un peu estompé. Ouais, c'était des métiers qui m'attiraient, mais j'ai toujours gardé en tête. Il y a toujours eu un truc entrepreneurial un peu en tête. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de dessins, puis quand mes parents invitaient leurs amis à la maison, je mettais mes dessins dans le salon, puis je les vendais. Puis le meilleur ami de mon père l'a gardé comme toute sa vie, ce dessin-là, puis il me le rappelait encore. À quel Euh, âge? J'avais 8 ans à peu près. Wow. Mais, c'est ça. Mais j'ai grandi avec des parents qui ont fait toute leur carrière dans la même entreprise, des 25-35 ans dans la même entreprise. Puis je pense que ça m'a quand même un peu marqué de voir justement ce côté-là de travail dans une entreprise, puis des discussions à la maison qui me disaient « Oh mon Dieu, mais moi j'aimerais ça comme… » Je comprends pas comment on peut se donner autant pour quelqu'un d'autre. C'est un peu ça ma réflexion adolescente. Merci, puis ça fait, ça va faire un excellent pont avec l'entrepreneuriat. Francis? Euh, Moi, contrairement à Céline, j'avais pas du tout d'ambition d'être entrepreneur. Je voulais être astronaute comme tout le monde. Non, mais en réalité, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs non plus. Il y en a un peu dans la famille. J'ai un oncle qui est dans les affaires avec un certain succès, mais ça faisait pas vraiment partie de mes intérêts. Par contre, j'avais des intérêts peut-être qui pointaient vers l'architecture, qui n'étaient pas encore précisément ça, mais un esprit un peu scientifique, puis un intérêt aussi pour la création. Éventuellement, quand j'ai pris un peu de recul, j'ai réalisé que ça pouvait me mener là, mais pas quand j'étais enfant. Là. Ça ne m'était pas passé par la tête. Là. Cool. Ben donc, on voit déjà là deux profils différents. Euh, puis, donc, on a l'idée parfois des entrepreneurs là, qui sont des Elon Musk ou des Jeff Bezos, que c'était clair, puis que c'était écrit, puis c'était déjà prévu, puis c'était ça qu'ils voulaient. Je suis curieux de savoir de votre côté, jusqu'à la création de votre entreprise, c'était quoi votre parcours? Ok, je vais y aller. Je suis comme, est-ce que je vais y aller, Francis? Alors, donc moi, j'ai toujours été intéressée par le dessin, par l'art et tout. Puis j'ai grandi en France, où j'ai fait ce qu'on appelle un bac, donc le niveau du lycée, là, de mes 15 à 17 ans en art appliqué. Donc j'ai été rapidement baignée dans ce milieu-là. J'ai fait très tôt des stages dans des cabinets d'architectes ou j'en avais fait un à 16 ans au centre Georges Pompidou. Enfin, j'étais vraiment très, très intéressée par tout ce milieu-là. Puis, j'ai fait une maîtrise en architecture et design à Paris. Je suis arrivée au Québec il y a 8 ans pour faire une maîtrise en gestion de projet d'aménagement. Donc, c'est un peu ça, le parcours. J'ai toujours pensé que j'allais être architecte ou que j'allais avoir une agence d'architecture. Enfin, je pensais vraiment être plus dans ce domaine-là parce que j'étais meilleure en architecture qu'en design à l'école. Puis finalement, je me retrouve complètement dans le milieu du design. Donc, c'est un peu ça la différence, mais toujours très, très impliquée dans des projets. J'avais cofondé avec des amis de l'Université de Montréal, justement. On avait cofondé l'antenne du Festival Bellasta de Québec ici en 2014. Donc ça aussi, ça a été le premier point qui m'a baigné un peu dans l'entrepreneuriat, d'entreprendre un projet puis de le mener à terme. Puis juste, je vais juste continuer un petit peu là-dessus, Céline. Est-ce que tu te souviens donc du moment pivot, une personne, ce projet-là, puis ensuite jusqu'à la création, tu sais, si tu as des petits blocs. Ben, en fait, c'est vraiment le festival Bellastock, là, on l'a travaillé sur presque 2 ans. Puis le jour où il y a eu tous les participants qui sont arrivés sur le site, puis je me suis dit,
Et je les ai vus commencer à travailler, à récupérer, à se mettre en équipe et tout ça. Et de voir tout ce monde-là s'activer, puis je me suis dit, oh my God, on a réussi, quoi. Et j'ai ressenti quelque chose au fond de moi, comme une espèce de boule au ventre, mais tu sais, comme très positive, où je me suis dit, mais en fait, ce sentiment-là, c'est ça que je veux ressentir toute ma vie. Puis comment je fais pour le ressentir toute ma vie? C'est toujours ça qui m'accroche, en tout cas dans les moments difficiles de l'entrepreneuriat, parce qu'on pourra en parler, il y en a beaucoup, mais c'est toujours ce petit sentiment qui me dit, ouais, mais ça vaut tellement la peine, parce que cette sensation, je ne l'ai jamais retrouvée autre part. Merci. Francis, est-ce que tu as eu le même type de déclic ou... Ben là, pas si joliment illustré, mais non, moi j'ai un parcours un peu atypique. Là. J'ai étudié en études internationales, langue moderne à Québec. C'était comme ma première formation. Je pensais vouloir aller là-dedans plutôt que faire une maîtrise là-dedans. J'ai bombé un peu en Europe, puis éventuellement j'ai un peu fait le point sur mes intérêts, puis puis ça m'a mené à l'architecture. Je voulais pas nécessairement étudier en architecture parce que ma sœur avait étudié en architecture juste avant moi. Fait que je voulais pas la copier. Mais éventuellement, je me suis rendu compte que c'était quand même là que j'allais essayer. Puis finalement, j'ai fait ma formation d'architecte à l'Université de Montréal. J'ai passé une année à Munich aussi. Puis nous, le déclic ou le point tournant, c'était la grève étudiante, qui était parce que on manifestait comme tout le monde, mais évidemment, on avait un peu plus de temps sur les bras. Fait qu'on avait un ami, j'ai fondé la compagnie avec deux associés, là, deux gars avec qui j'étudiais. Puis un de ses amis avait un projet de designer puis construire une boutique dans un temps record, là, genre quelques semaines, là. Puis on avait relevé le défi, puis c'est le premier projet qu'on avait fait. On avait déjà travaillé ensemble à l'école, mais c'est le premier comme projet professionnel qu'on faisait. Parce qu'on a été payé en paire de souliers, si je me rappelle bien, pour ce projet-là. Mais c'était comme un déclic. On s'est dit, OK, ça marche, c'est le fun, puis c'est notre premier projet. Puis dès qu'on a fini l'école, la fin de semaine suivante, là, à la fin de notre maîtrise, on avait notre premier projet. Puis ce qui nous a permis de se partir en affaires si rapidement, nous, c'est le fait qu'on faisait design et construction. Donc, on faisait de l'architecture, mais se partir un bureau d'architecte quand tu sors de l'école, c'est assez ambitieux. Les gens ne connaissent pas ton nom. La construction, c'est assez facile. En tout cas, il y a une certaine échelle de la construction qui est facile, puis il y a toujours un besoin pour ça. On a fait nos examens de la RBQ, puis quand tu étudies en architecture, c'est pas particulièrement compliqué, là. La construction, ça peut devenir compliqué éventuellement, là, évidemment, c'est pas. Mais donc, on a fait ça, puis on s'est acheté des bottes neuves, puis des ceintures à clous, puis on s'est ramassé sur le chantier. Ça nous a permis de démarrer c'est la construction, le volet de construction qui nous a permis de démarrer une compagnie de design là, au jour 1. Là. Donc, ce que je retiens des deux quand même, c'est l'idée d'une expérience qui vous a grisé, qui vous a comme aussi peut-être donné la permission de se dire « Hey, je peux faire ça, je peux faire le saut, tu sais. » Oui, exact. Ouais. Puis, dans le fond, quand on planifie un départ d'entreprise, j'imagine qu'on se fait des rêves, qu'on se fait un roadmap un peu, tu sais. Puis, si vous regardiez, là, dans le fond, juste avant le départ, entre les défis anticipés et les défis surprises, si vous pouvez peut-être nous partager un peu quelques points chauds du parcours. Je renverse la vapeur, Francis, en premier. Je pense que le gros défi, c'est de trouver ses premiers projets. Là, parce que là, toi, tu es prêt à travailler, mais trouver des gens qui vont te faire confiance. Dans notre cas, c'était un peu... On avait été approché par quelqu'un, je pense que c'est pour le festival Mode et Design là, qui faisait des installations au centre-ville. Puis on avait pas d'expérience. C'était pour la construction de ça. Puis c'était comme un projet qui allait nous permettre un tremplin pour d'autres trucs. Puis je sais pas si vous savez, c'est où le Livard sur Saint-Denis, là, qui est on était comme gardien de cet espace-là. On avait les clés parce que ça appartenait à une amie. Puis on avait installé un petit bureau là. Puis le jour où on a reçu ces clients-là, ce qu'on appelle la grande mascarade dans notre compagnie, là, on a monté un faux bureau, on a accroché des lampes qui n'étaient même pas connectées, on a mis des maquettes partout. On avait l'air vraiment big parce qu'on avait un monastère à nous.
Puis on travaillait dans un monastère, puis on avait des beaux bureaux sur Saint-Denis. Fait qu'évidemment, les clients sont tombés dans le panneau, puis ils nous ont donné ça. Fait que ça, c'était comme ce qui nous a permis de partir. J'oublie un petit peu le début de ta question. Je suis pas sûr que j'y répondais, là. Ben, moi, j'aime vraiment la grande mascarade. Mais c'était l'idée là, vous êtes parti, vous avez eu le projet, fait que les défis anticipés, mais les défis surprises aussi. Tu sais, ça a été quoi la différence entre... Ben, je pense que quand tu commences, tu t'attends, c'est un bureau d'architecte, puis on faisait de la construction. Fait que nos problèmes étaient liés, nos problèmes, nos défis étaient liés au projet d'architecture, étaient liés au projet de construction. Puis plus l'entreprise grossit, plus tu te rends compte que ben là, c'est plus des problèmes entrepreneuriaux, c'est de la gestion de la main-d'œuvre, c'est comment garder son monde, c'est de la gestion de ressources humaines, c'est des défis de croissance aussi. Fait que je pense que c'est ça, c'est que tu étudies en architecture, tu penses que tu vas être architecte, ou en tout cas, tu as une vision de ce que c'est l'architecte qui dessine. Mais tu sais, je dessine plus beaucoup, là. Fait que je pense que les problèmes changent, ou en tout cas, tu t'attends à faire quelque chose dans ta vie, puis finalement, tu te rends compte que c'est un peu autre chose, mais qui est aussi passionnant. Genre, si j'aimais pas ça, gérer cette compagnie-là, ben je serais plus là. Je travaillerais pour une autre compagnie. T'as comme répondu. Vas-y, Céline, excuse-moi. Oui, mais en effet, et c'est très intéressant ce que dit Francis. Puis en plus, je pense que le grand défi, c'est qu'on commence avec une vision. On commence avec une idée, avec quelque chose. Puis je pense que c'est super important de toujours garder cette vision au fur et à mesure des défis qui vont arriver. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous dire, OK, je continue, tu sais, comme ça va nous donner de la motivation pour continuer. Parce que il y a une vision derrière qu'on veut accomplir. Et donc, au début, on part un peu, puis il faut tester tout ça. Il faut pas avoir peur de tester. Puis c'est souvent ça que je vais dire, surtout à des étudiants, des diplômés dans les filières qu'on a fait, que ce soit le design, l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement en général, c'est qu'on a une capacité à tester des choses et à recommencer. Notre cerveau, il est monté de même parce que nos études nous apprennent à toujours douter, entre guillemets, d'un concept, à toujours devoir le vérifier, le repartir en arrière. Et ça, c'est une grande qualité qu'on a, que n'ont pas forcément des étudiants qui ont fait des études en administration et tout ça. Donc, je pense qu'il faut se servir de ce mécanisme qu'a notre cerveau quand on veut se partir en affaires, parce que c'est un gage de réussite. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a réussi. En tout cas, c'est une des raisons qui nous ont permis de toujours avancer. Et oui, il y aura plein de défis. Puis, c'est important aussi, parfois, on nous dit « fais un plan d'affaires. » Oui, mais pourquoi ça change? Je pense que le plan d'affaires, il est important pour juste un moment catcher où on s'en va, les opérations qu'on va mettre en place. Puis, c'est une image en temps voulu, mais il faut jamais forcément s'y accrocher, mais il faut le garder dans la tête, puis il va falloir le refaire à chaque fois. Puis surtout, au début, il va falloir limite le refaire à tous les 3 mois, là. Puis, on en a besoin de toute façon pour postuler à des subventions, du financement et tout ça. Donc, il faut le faire, mais il faut comprendre qu'il n'est pas ancré dans le béton, puis qu'il va falloir toujours l'ajuster et le réajuster au fur et à mesure des défis. Puis et les défis, c'est plus de savoir saisir aussi des opportunités qui vont nous permettre de voir à un endroit où on ne serait pas forcément allé si le client ne nous aurait pas dit ça, ou si une personne qu'on a embauchée, un collègue, nous aurait pas amené une autre réflexion. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut toujours être aux aguets. Mais j'aime vraiment ce que vous dites les deux. Donc, de un, c'est, je pense, l'idée de prendre le risque, d'accepter le risque, de faire. Puis, à mesure qu'on fait, on apprend, puis on s'améliore. Donc, c'est vraiment une posture dans l'action. Puis, je vais prendre l'exemple là, en design. J'imagine que vous faites des brouillons. Fait que c'est ton plan d'affaires, la V1 ou ton entreprise, ta V1, c'est un peu ton brouillon. Mais tu restes aligné sur ta vision, puis tu améliores constamment ton design jusqu'à temps que tu te rapproches de ton objectif. Fait que le why est super important. Si je peux peut-être vous détailler un peu le pourquoi vous le faites, l'idée de la vision, si vous pouvez peut-être me détailler les deux un peu. Ben, je trouvais ça intéressant ce que Céline disait sur la vision, parce que je pense que plutôt que de se donner des objectifs qui sont mettons, je veux être le plus gros bureau d'architecte, ou je veux avoir 100 employés en dessous de moi, ou
c'est un petit peu comme le processus de conception, c'est que tu as des objectifs, tu as des valeurs, tu as des besoins, puis tu trouves une façon d'y répondre. Puis ton projet d'entreprise, ben, c'est un projet qui se construit à mesure. Puis nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on est 3 associés. Céline, je ne sais pas, est-ce que tu as des associés ou tu es. Oui, j'ai une associée. Fait d'être plusieurs, tu sais, tu te rends compte à l'université, les intérêts sont souvent les mêmes, là, c'est d'être en gang. Puis, en tout cas, tu sais, puis plus tu vieillis, tu prends des directions qui sont un peu différentes. Fait que ce que Céline disait tantôt, de toujours réévaluer, je pense que c'est super important. Puis l'avantage de se partir une entreprise, c'est que c'est à toi. En tout cas, au moins au début, c'est à toi, c'est à ta gang, c'est un truc que tu construis. Fait que je pense qu'il faut toujours que ça reste un véhicule pour ce que tu veux faire. Puis ce véhicule-là peut changer de direction constamment parce que, à mesure que tes intérêts changent, nous, par exemple, l'architecture écologique, tout le volet écologique, la performance environnementale, c'est une spécialité qu'on a développée qu'on n'avait pas nécessairement au début. On avait un intérêt pour ça, évidemment, comme tout le monde, mais ça donnait un coup de barre quand même à notre pratique. Puis ça nous amène dans une direction qui est un peu différente. Puis ça se peut qu'il y en ait d'autres des coups de barre comme ça. Puis on fait juste, on suit le flow avec ce qui nous guide, c'est nos valeurs. Fait que si tes valeurs personnelles, puis les valeurs de tes associés, puis tes valeurs d'entreprise sont claires, ben ça va faire que tu vas rester dans quelque chose qui te ressemble, puis que tu vas pas t'écarter, mais ça se peut que tu te rendes à une place qui est complètement différente. Là. Je peux juste renchérir, excuse-moi Jonathan, là-dessus, parce que c'est très important ce que dit Francis, surtout en contexte de pandémie, dans le sens où, oui, on a tendance à se mettre des objectifs, puis il y a toujours des gens qui veulent qu'on se mette des objectifs financiers, mais il n'y a pas que l'objectif financier, parce que aujourd'hui, il y a une pandémie, puis en vrai, tu avais beau avoir des objectifs financiers en 2019, clairement, ils ne sont plus là. Donc, c'est pour ça que la vision et le pourquoi on fait ça intrinsèquement au fond de soi est hyper important parce que, en tout cas, de l'année qu'on vient de passer, moi, c'est mon plus grand apprentissage, c'est de me rendre compte que c'est parce que ça, c'est clair, parce que on change une entreprise pour les 20 prochaines années, que oui, il y a une pandémie, on s'ajuste puis on continue. Puis il faut garder toujours ça en tête. Et oui, les chiffres ne sont pas comme on avait pensé qu'ils allaient être et tout, c'est pas grave, ils le seront l'année prochaine, puis on s'adapte, puis on va chercher de l'aide, on ajuste nos services, on ajuste nos produits. Non. Donc, mais tant que ça fait du sens avec nos valeurs, c'est juste que c'est plus facile de se lever le matin tous les jours puis d'avancer. Il y a une expression en anglais là, qui appelle ça le North Star. C'est comme l'étoile polaire qui t'aide à te diriger. Mais tu sais, si tu fais face à une montagne ou à un lac, il faudra que tu changes de chemin, mais tu utilises encore l'étoile pour te diriger. Ce que je voulais demander à Francis, puis je vous le demande aux deux, êtes-vous capable de nommer ces valeurs-là? Êtes-vous capable de nommer cette étoile qui vous dirige pour chacun, là? Il y a la notion de je pense que ça revient beaucoup à l'écologie, mais pas l'écologie comme juste construire de la performance énergétique, mais dire de faire des choses dont on va être fier, qu'on va être fier de léguer, des choses qui vont durer dans le temps, qui vont faire une différence, puis de bien servir les clients. C'est-à-dire qu'on le fait pas de toujours se replacer. C'est-à-dire que on rend un service en tant qu'architecte. On rend un service à des clients, on rend un service pour la ville, on rend un service pour le futur, mais c'est pas à notre service. Ce qui fait que de bien cerner les besoins puis de pas prendre nos clients comme des mécènes pour notre art, mais plutôt de bien les servir. Je trouve que ça aide à garder le cap. Puis évidemment là, avec tous les changements climatiques, je pense que toutes les entreprises devraient avoir ça en tête parce que si on continue à se mettre la tête dans le sable, on sait bien où on s'en va. Là. Fait que, je pense que mais juste d'avoir ça toujours puis de sentir qu'avec ton entreprise, tu peux faire une différence de ce côté-là, ça aide à garder l'entreprise alignée avec des valeurs qui sont claires. Là. Donc j'entends aussi un élément peut-être d'authenticité, d'éco-responsabilité, d'être en posture de service. Céline, est-ce que ça résonne chez vous? Ça résonne vraiment. Puis, moi, je suis entrepreneur parce que je crois profondément que c'est à travers une entreprise qu'on mène les grands changements de société. Puis, je pense que c'est
l'entreprise, oui, tu sais, comme, oui, c'est moi qui l'ai fondée, oui, je suis actionnaire de cette entreprise, mais cette entreprise, c'est pas mon bébé. C'est pas, pour moi, l'entreprise, c'est un bien commun et je participe à ce qu'elle crée de la richesse dans la société, de la richesse pour l'équipe, les employés qui sont dedans, leur amener des bonnes conditions, puis mener des petites révolutions ou des choses auxquelles on croit que devrait être la société demain. Et donc, je pense que c'est avec cette vision-là, je pense que ça permet d'adhérer tout le monde là-dessus et de s'assurer que quand on travaille, quand on doit prendre une décision, est-ce que cette décision participe à un changement positif? C'est quoi son impact dans la société, dans les communautés où elle agit, puis c'est quoi son impact sur l'environnement? Puis c'est de toujours comprendre que finalement, puis on n'est pas une OBNL pour beaucoup de raisons aussi, là, je veux dire, il faut comprendre que c'est toujours placé au même niveau le profit, les personnes, puis la planète. C'est ça le leitmotiv de Bicorp aussi, parce que aussi pour innover, pour mener ces changements-là, il faut de l'argent. Donc c'est tout ça qui... Tu viens de nommer B Corp. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui est familier avec le concept. Peux-tu te détailler un peu, s'il te plaît? Oui, c'est une certification d'entreprise qui vient, c'est comme un audit externe sur nos pratiques d'affaires, tant au point de vue de la gouvernance de l'entreprise, de l'impact sur les employés, les clients, l'environnement et la société. Puis ça donne plein de guides là, pour s'assurer que tout ça a un impact positif pour toutes ces parties prenantes-là. Mais le grand changement, la grande différence de Bicorp, c'est que dans notre livre des minutes, c'est écrit que le profit de l'entreprise est d'abord réinvesti pour des projets environnementaux et sociaux au sein de l'entreprise, ce qui fait qu'un actionnaire ne peut pas porter plainte contre l'entreprise s'il n'a pas assez de dividendes à la fin de l'année. Donc, ça veut dire que l'entreprise n'est pas pour l'enrichissement personnel des actionnaires et c'est légalement écrit, contrairement à une entreprise traditionnellement incorporée. Sans offense à aucune religion, mais amen. Donc, ça m'amène aussi donc à peut-être parler il y a une effervescence autour de l'entrepreneuriat en ce moment. On en parle beaucoup. Il y a peut-être aussi beaucoup de mythes sur le fait que l'entreprise nous appartient, qu'on est maître de son temps. L'entrepreneur qui a un lifestyle de fou. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu des mythes, des rêves qui existent encore aujourd'hui, puis peut-être aussi survoler quelques ressources qui vous ont été utiles? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mythes qui existent sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a une tendance à croire que les entrepreneurs travaillent 80-90 heures par semaine. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai toujours dit non. Non. Il n'y a pas besoin de travail. À un moment, c'est comme de l'efficacité au travail. Là. Tu sais, c'est comme, c'est pas vrai oui, ça t'obstine continuellement, mais si tu dois travailler 90 heures, c'est vraiment mal organisé dans ton temps. On a le vide, mais donc ça, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est pas vrai qu'on est obligé de travailler des heures de fou. En revanche, on pense qu'on est notre propre patron. Non, enfin, en fait, c'est que toutes les parties prenantes finalement autour, que ce soit les gens qui nous financent, que ce soit leurs organismes avec qui on a les prêts, que ce soit la réalité de nos équipes, leur réalité personnelle aussi. Enfin, tout ça influence finalement comment on n'est pas seul à bord. Puis on a tout ça sur les épaules et tu sais, je pense que le contexte de la pandémie aussi nous a beaucoup montré que ça a été très compliqué parce qu'il fallait gérer la santé mentale des équipes puis sa santé mentale à soi. Puis ça a été un très, 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 très gros défi. Puis, je pense que pour être entrepreneur, il faut beaucoup d'empathie. Il faut avoir à cœur le bien-être de tout le monde autour de nous. Puis, il ne faut pas être égoïste. T'sais. Puis, donc c'est ça. Après, on a de la flexibilité dans notre horaire, mais à quel prix, en fait, on a de la flexibilité dans notre horaire? J'en ai perdu mon écouteur. Mais donc, c'est ça. On est pris avec tout le monde autour qui décide aussi, qui décide un peu pour nous. Il faut juste jongler entre tout ça. Est-ce que ça résonne chez toi, Francis? Oui. Je pense que tu sais, il y a la réalité, c'est que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. En fait, tu sais pas qu'est-ce que ça va. Je pense que même si c'est un plan qui est très clair, à moins de l'avoir vécu, peut-être pour des gens qui font une deuxième entreprise, c'est un petit peu plus clair, mais tu te lances un petit peu dans le vide. Et tu sais,
des fois, on dit que ça prend du courage pour se lancer en entreprise. Moi, j'ai l'impression que ça prend peut-être plus de la naïveté que puis ça prend beaucoup de flexibilité aussi d'être dans une position où mettons notre chance, nous, c'était de partir de l'entreprise quand on n'avait aucune responsabilité, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas d'hypothèque. C'était pas un risque. Qu'est-ce qu'on risquait? On risquait le salaire qu'on faisait pas à travailler comme stagiaire. Il y avait aussi, quand on est sorti de l'école, nous, il y avait moins d'emplois qu'il y en a en ce moment. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment en architecture, quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis longtemps, mais fait que je pense que c'est ça. Peut-être le mythe du courage de l'entrepreneur, ben, en tout cas, nous, on l'a pas vraiment vécu comme ça. Pour nous, c'était peut-être juste plus plaisant de travailler pour soi que c'était pas du courage ça aurait été ça aurait été plus difficile à travailler pour quelqu'un d'autre, je pense, que de fonder l'entreprise. Mais en même temps, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Puis vas-y, Céline. Non, j'allais dire aussi, puis je suis totalement d'accord avec toi sur le courage, et puis je pense que ça prend aussi un goût du risque un peu, ça prend un goût de l'aventure en fait, plus que du courage en tant que tel, parce qu'en vrai, t'es pas tout seul dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a tellement, aujourd'hui, plus qu'il y a 5 ans là, ou 6 ans, il y a un écosystème entrepreneurial au Québec et à Montréal qui est exceptionnel. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup d'aide. Donc, on n'est pas seul. Je pense par contre, ce dont on ne parle pas assez, c'est tout le côté santé mentale puis de la gestion des émotions. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, et ça, on ne te le dit pas beaucoup, mais en vrai, dans la même journée, tu passes de hyper content à déprimé, comme si c'était la fin du monde, là, puis de switcher dans ces émotions-là, c'est hyper compliqué. En tout cas, moi, je trouve ça très compliqué. C'est aussi, je pense, le fait que c'est 7 jours semaine. Je pense que le plus grand défi que c'est de comment décrocher la fin de semaine. Moi, j'ai l'impression, comme disait Céline, je pense que de travailler 90 heures, c'est pas nécessaire quand tu es entrepreneur, mais il y a travailler, ça veut pas dire être au bureau assis devant ton ordinateur, là. C'est penser à tes affaires, penser à tes projets, penser à des détails, puis ça, c'est à toute heure du jour et de la nuit. Fait que ça, c'est peut-être un mythe là, faut faire attention, je pense à ça, de garder un équilibre, là. C'est peut-être ce qui est le plus difficile, là. Ça serait quoi vos trucs d'équilibre? Oh! Le plein air, sortir dehors, essayer de faire de l'exercice, je pense partir en voyage, fermer son téléphone, c'est des choses qu'on fait pas souvent, là, le téléphone. Surtout fermer le téléphone, là. Moi, je pense que je m'accroche quand même à avoir un horaire sain. C'est comme, même si, oui, je pense tout le temps, on pourrait faire ça, non, mais c'est plus une activité, finalement, mon travail, je trouve. Mais tu sais, le week-end, je regarde jamais mes courriels, puis après 5 heures, je regarde pas mes courriels non plus. Enfin, même si j'y pense constamment, il y a juste des réflexes comme ça à oublier. Puis ça m'a fait penser à un autre truc sur les mythes, là, sur les mythes de l'argent et de l'entrepreneur qui fait plein d'argent. C'est un énorme mythe. On est le dernier quand on va embaucher du monde, parce qu'à un moment, il faut croître. Là, donc, tu embauches du monde, donc tu payes ton monde avant de te payer. Puis quand il y a un problème, tu es la première personne qui est coupée. Par contre, un truc qu'il faut absolument faire, c'est se payer un salaire. Même si c'est juste $200 et pas se payer en dividende, parce qu'en fait, on l'a bien vu en tant que pandémie, le gouvernement, il subventionne les salaires. Donc, tous les entrepreneurs qui se payaient en dividende, là, ils n'avaient pas d'aide. Ça, c'est quand même un truc. Puis même si c'est rien, de commencer à avoir le réflexe de se payer un tout petit peu, même un petit $200, juste pour mettre ça en place. Je pense que c'est essentiel pour la pérennité, puis aussi le rapport sain qu'on a à notre entreprise. Donc, pour moi, ça touche un point important. Juste avant qu'on passe aux questions du public, je vous invite vraiment à vous activer. Je vois qu'il y a déjà des questions qui se font dans le chat. Je vous invite à les faire dans les Q&A en bas. C'est pas le même bouton. Vous mentionnez donc le fait que c'est dur. On fait pas nécessairement des centaines de milliers de dollars comme on l'anticipe. Mais puis vous avez tous les deux mentionné l'idée de l'aventure. Donc pour moi, ça revient à une posture, ça revient à dire, vous êtes là, vous avez un objectif, l'idée dans l'aventure, c'est que le chemin peut changer, mais c'est quasiment le trajet qui devient intéressant. Tu sais, quand tu es le dernier à te payer et que tu donnes 200 la première année, qu'est-ce qui fait que tu restes? J'imagine qu'il y a une notion d'aventure, d'adrénaline, les gens que tu rencontres, les projets.
Les projets prennent forme, puis du moment que tu commences à avoir, à avoir un portfolio, à voir des projets qui sont réalisés, OK, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi et mon entreprise et mes associés et mes employés qui l'ont fait. Là, ça commence à prendre forme. Fait que, tu es en train de mettre les pièces de ce que tu vas faire. Tu peux toujours regarder en arrière puis regarder ce que tu as fait. Je pense que ça aide beaucoup. Pour ce qui est de ça, l'argent, je pense que c'est sûr que c'est difficile au début de pas se payer beaucoup. Comme disait Céline, souvent les premiers employés vont faire pas mal plus d'argent que soi. Ça, il faut juste être prêt à ça. Je pense que ça revient aussi à la notion de quand tu n'as pas beaucoup de responsabilités. Puis évidemment, tout le monde n'est pas dans cette position-là. Je pense que là, ça prend du courage. Quand tu as une hypothèque, quand tu as une bonne job, là, faire le saut vers l'entrepreneuriat, ça prend du courage. Quand tu n'as pas ça, puis pour peut-être plusieurs personnes qui sont à l'université encore, qui n'ont pas encore additionné des responsabilités comme ça, c'est le bon moment parce que à l'école, quand tu es à l'école, tu vis sur un revenu modeste. Moi, j'ai pas vraiment senti de différence quand j'ai commencé en affaires parce que je continuais à avoir l'équivalent d'un salaire étudiant pendant les premières années. Puis j'avais pas vécu là, d'avoir les assurances puis le gros salaire d'un bureau. Là. Fait que c'est beaucoup plus soft ça que de travailler pour quelqu'un d'autre, puis là, de se lancer dans le vide puis de retomber à 10-15 000 par année. Là. Céline, si tu peux brièvement, s'il te plaît, nous répondre à la question, puis on va sauter aux questions du public. Moi, je pense que c'est complètement une croyance. Je crois profondément à ce qu'on fait et aux politiques qu'on met en place, puis notre façon de faire des affaires. Donc, c'est vraiment ça qui me... C'est le changement que tu crées qui t'intéresse. Ouais, mais c'est le changement, mais je pense que c'est aussi l'influence. Je vous avais dit que je voulais être ministre de l'Éducation quand j'étais enfant. Il y a peut-être des trucs qui reviennent là. Okay. mais je pense que c'est ça. Il faut bien que quelqu'un fasse des changements, puis à un moment, je pense que je ne serais pas capable d'être dans une organisation avec des façons de faire qui me sortent par merci beaucoup de vos réponses. On va sauter aux questions du public. On va y aller de façon très succincte, s'il vous plaît, pour les réponses, pour couvrir le plus de questions possible. Lindsay Dora. Oui, merci beaucoup. Merci à vous pour toutes les réponses que vous avez données. C'est très éclairant. Et justement, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions par rapport à ce que vous dites. La première des choses qui a été posée, c'était est-ce que la gestion des aspects juridiques entourant le démarrage d'une entreprise représentait un défi à vos yeux au début? C'est une question de Laurie Desmarais qui précise en disant « Je pense par exemple au volet responsabilité professionnelle en architecture ». C'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de ressources pour ça. Je pense qu'il s'agit de ne pas s'improviser avocat puis de s'entourer de gens dont c'est le travail, là. Mais en architecture, on est assez bien couvert parce que c'est quelqu'un qui t'aide à t'incorporer, puis c'est quelqu'un, évidemment, le fonds des architectes et pour la responsabilité professionnelle est très présent, puis il y a tout un volet éducatif dans le fond. Là, fait que c'est assez facile d'avoir des réponses aux questions, puis il y a des gens qui sont disponibles pour y répondre. Là. Merci. En fait, là aussi, il y a d'autres personnes qui ont des questions peut-être un petit peu plus pointilleuses par rapport à quelque chose que vous avez déjà dit. On parle donc de garder un rythme de vie qui est serein, équilibré, mais avec un faible revenu parfois. Et donc, on a une personne ici qui dit c'est un peu difficile, c'est Gabrielle Serra qui dit qu'elle reste un peu dans le flou à ce propos. Comment continuer de garder un rythme serein et une bonne qualité de vie qu'on ne touche qu'un faible salaire? L'avantage en ce moment, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, au moins, on n'a pas trop de dépenses, mais c'est très compliqué. En effet, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas facile de comprendre. On change notre rythme de vie. On change ce qu'on mange, on adapte, mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup de motivation derrière. Puis je pense qu'il faut s'accrocher à ce à quoi on croit. Puis après, c'est trouver d'autres façons, des activités. Il y a quand même beaucoup d'activités qu'on peut faire qui coûtent pas très cher, là, ou même juste d'aller marcher. Là, en ce moment, on peut faire beaucoup de ski de fond. On peut, il y a les piscines publiques. Enfin, il y a quand même des choses de sport qu'on peut faire qui coûtent
qui sont abordables. Puis c'est ça, c'est juste aussi d'ajuster, je pense, son plan de vie, de se dire, il y a certaines choses que je ferai peut-être un petit peu plus tard ou que je ferai pas maintenant. Je voyage moins. Bon, en ce moment, on peut pas voyager non plus, donc bon, c'est le bon moment en ce moment. As-tu quelque chose à renchérir, Francis? Non, comme je disais, moi je l'ai pas senti. Moi, je l'ai pas senti parce que j'avais mon rythme de vie étudiant, fait que c'est pas un défi auquel j'ai fait face là. Puis donc c'est arrivé beaucoup plus tranquillement, moi. Puis justement, par rapport à ça, on a mentionné quelques fois la pandémie actuelle avec la COVID-19 et Céline, tu as mentionné que bon, il y avait des personnes qui se payaient par dividende et certaines personnes veulent savoir c'est quoi payer par dividende. Payer par dividende, c'est quand tu prends au lieu de te payer un salaire, en fait, tu prends le profit de l'entreprise puis tu te verses un salaire sur un profit d'entreprise, donc tu ne payes pas de DAS, tout ce qui est les charges sociales en fait que tu payes normalement au gouvernement sur ton régime de retraite, parental, tout ça. Tout ça, tu le payes pas quand tu te payes en dividende. Donc, ce qui fait qu'en fait, il n'y a rien qui assure ton salaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de se payer un salaire. Oui, tu as l'impression que tu payes des charges pour rien, mais quand il y a un problème, tu es payé en dividende. Puis ça va répondre, j'ai vu passer une autre question là, sur un meilleur conseil pour présenter dans le cadre d'affaires, là, toujours montrer qu'on se paye un salaire. Parce que les organismes de subvention là, ou même de prêt, ils ont quand même à cœur de créer des emplois au Québec. Donc, il faut toujours montrer qu'on va se payer un salaire et qu'on ne va pas se payer en action. Parce que quand on a des prêts ou des trucs comme ça, ils ne veulent pas que le profit aille dans tes poches, là, ils veulent que tu crées de l'emploi. Ça fait partie de leurs objectifs à remplir. Là. Donc, il faut toujours présenter un salaire. Merci. Francis, justement, par rapport au conseil que Céline vient de dire, elle répondait donc à la question de Solène Benini qui disait « Si vous aviez un conseil, ce serait lequel? » Ou une phrase ou un mot, c'est quoi? Être flexible et fidèle à ses valeurs. Donc, flexible dans la façon d'y arriver. Puis parce que je pense que ce que Céline mentionnait tantôt, c'est les opportunités. Puis ça, c'est impossible à prévoir. Fait qu'il ne faut pas se fermer les yeux sur les opportunités, mais s'assurer que ce que tu fais, ça respecte tes valeurs. Puis après ça, c'est comme une vague, là. T'embarques. Mais Lindsay, je répondais à la question de Myriam. Ah, non, mais... Super. Si Myriam, elle a... Parce que j'avais un autre conseil, oui, pour présenter un plan d'affaires, tout à fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Est-ce que pour présenter un plan d'affaires, il y a un conseil aussi, Francis? Non, je pense que c'est un peu pour revenir à ce que Céline disait, c'est de le faire et de le refaire. C'est ça, c'est pas un exercice que tu fais au jour 1, puis que tu révises 15 ans plus tard, parce que tu risques d'avoir manqué. Fait que de toujours d'utiliser ça comme un outil, en fait, le plan d'affaires, puis de le réajuster, puis de se donner des objectifs qui sont peut-être à plus court terme, à moyen terme, à long terme, comme les plans d'affaires sont structurés, mais de toujours le réviser. C'est difficile de prendre le temps de réviser son plan d'affaires, honnêtement, quand tu es en affaires. C'est quelque chose qu'on remet toujours à plus tard, là. Le nôtre n'a pas été revu depuis longtemps. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Puis, il y a une stratégie pour aller chercher les concours et les programmes de financement. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'ai commencé. On ne me l'avait pas dit. Mais le premier qu'il faut aller chercher, c'est Futurpreneur. Okay? Ça, c'est le premier 15 000. Et pour gagner des concours, il faut montrer qu'on est prêt à s'endetter et à aller prendre des prêts. Ça, c'est une bonne. Parce que si vous commencez que par les concours, à moins que vous soyez en technologie, genre intelligence artificielle, puis tous les trucs tendances de la mode, là, vous n'aurez pas les concours. Donc, mais il faut montrer que dans notre plan financier, on croit tellement à notre idée que on est prêt à prendre des prêts pour que ça fonctionne et on y croit. Et donc, ça, c'est une stratégie. Il faut d'abord aller chercher le 15 000 de Futurpreneur combiné avec celui de la BDC qui a un 30 000. Puis, c'est une fois qu'on a ce premier 45 000 que là, vous répondez aux concours Montréal Inc., aux entreprendre et tout, parce qu'ils vont voir que vous y croyez là, à votre idée puis que ça va se passer. Moi, j'avais fait le truc à l'envers, je n'ai eu aucun concours. Mais j'ai eu des prêts, par exemple. Après, je me suis endettée. Merci beaucoup. Il y a une personne que je trouve que c'est très intéressant, cette question-là aussi. Est-ce que c'est fondamental d'avoir un réseau professionnel avant la création d'une entreprise? Et c'est Toufik Bouriche qui pose cette question. Non,
Non, je pense pas. Je pense que c'est important de s'intéresser à ce que les autres font éventuellement. Tu sais, nous, quand on a parti notre entreprise en sortant de l'école, on n'avait pas d'expérience de travail. Puis, tu sais, 3 associés qui ont travaillé ensemble longtemps, ça devient un peu co-sanguin. Fait que d'aller chercher des gens qui ont d'autres expériences ou nous, étant donné qu'on devait faire nos stages dans des bureaux d'architectes, on a fait un peu le stage musical. Moi, je suis allé faire mon stage pendant 2 ans. Mon associé est allé faire son stage à New York pendant 2 ans. Donc là, on est allé chercher des expériences, puis on s'est créé un réseau après, mais je pense que au tout début, tu n'en as pas nécessairement besoin. Puis ça peut t'aider aussi à te faire ta propre idée de ce que tu veux faire, là, de pas nécessairement savoir ce qui se fait autour. D'être un peu ouais, donc c'est pas nécessaire, mais aller chercher des ressources, poser des questions après aux gens qui je pense que de poser des questions à d'autres architectes, là, c'est une très bonne façon d'éviter des pièges, là. Puis c'est très important d'être dans l'écosystème entrepreneurial, sans forcément avoir un réseau professionnel. Moi, j'ai monté l'entreprise, ça faisait 2-3 ans que j'étais au Québec, j'avais 0 réseau professionnel, mais j'allais dans beaucoup d'événements, puis je commençais à connaître du monde. Puis le réseau entrepreneurial est très, très fort au Québec et à Montréal, donc il faut vraiment s'impliquer là-dedans. Puis un autre mythe qu'on n'a pas parlé, là, ne pas croire que votre idée, là, ne pas en parler, c'est une grosse erreur fondamentale. Il faut parler de son idée. Personne ne va copier. Les gens n'ont pas la même expérience que vous. Ils n'ont pas la même histoire que vous. Il ne faut pas croire que parce qu'on va parler, quelqu'un d'autre va faire exactement ce que vous pensez parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc, il faut aller quand on va y retourner, là, dans les événements entrepreneuriaux, il faut pitcher son idée, il faut en parler avec du monde, il faut se connecter avec des entrepreneurs. Puis, tu sais, bon, je parle peut-être pour Francis en avant, là, mais moi, je parle pour moi. Mais tu sais, si vous voulez qu'on en discute un peu plus, vous pouvez m'ajouter après sur LinkedIn. Vous dites que vous avez vu la conférence, que vous voudriez connecter, non. Puis, c'est comme ça que vous allez le créer, votre réseau professionnel, puis votre réseau entrepreneurial. Puis ça, pour moi, ça a été la clé de ma santé mentale. Ça a été d'avoir des amis entrepreneurs aussi. Au tout début de l'entreprise, j'ai découvert des amitiés très fortes à travers l'entrepreneuriat, des gens qui vivaient la même chose que moi. Et d'avoir des amis entrepreneurs, c'est hyper important. Donc, il faut être dans tous ces réseaux. Je rajouterais juste que d'aller au-delà de ton domaine à toi. C'est-à-dire que je disais, c'est important de poser des questions à d'autres architectes, mais de poser des questions à des entrepreneurs de d'autres domaines complètement, ça permet de voir d'autres façons de faire parce que les bureaux seront structurés d'une façon X au Québec, puis ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire. D'aller voir dans les autres business ce qui se passe. Puis une entreprise, c'est une entreprise. Les défis sont très semblables. Ça fait que ça vaut vraiment la peine d'aller au-delà de ton domaine direct. Puis moi, ça me touche parce que c'est comme ça. On est chanceux au Québec. C'est pas comme ça partout ailleurs. Au Québec, on est très ouvert. Si vous écrivez sur quelqu'un à LinkedIn, que ce soit un directeur, un PDG, souvent les gens répondent, offrent de leur temps et il y a vraiment moyen d'avoir de l'information puis de créer des maillages très, très rapidement. Une très bonne et belle, un beau écosystème en entrepreneuriat, effectivement, au Québec. Puis pour finir, parce que le temps file, si vous aviez à refaire, que feriez-vous différemment? Rien. Je pense que l'histoire de l'entreprise, c'est aussi toutes les erreurs qui ont été faites, tous les projets qui ont pas fonctionné. Je pense que chaque chose est un apprentissage. Oui, il y a eu des échecs, oui, il y a eu des embûches sur le passage, mais si on n'avait pas eu ça, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Je pense en tout cas, je suis assez fière de où on est arrivé. Il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent, puis beaucoup de défis. Donc, je pense qu'il faut accepter ce qui s'est passé. Puis, c'est ça. Si c'était je pense que ça serait la même chose. C'est bien répondu. C'est clair qu'on apprend beaucoup à travers. On pourrait toujours faire mieux puis avoir pris des meilleures décisions, mais si tu es heureux d'où tu es puis où tu t'en vas, là, je pense que c'est inutile, en fait, de regarder en arrière. Puis, juste le financement, tu vois, comme ce que je vous ai dit tantôt, là, ça, pour avoir un peu de subventions plus facilement. Mais après, ça s'est revenu. C'est de trouver d'autres endroits de financement et tout, mais en subvention. Mais ça serait peut-être le seul truc que j'aurais fait différemment. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, on a eu d'autres concours après, on a eu d'autres choses. Puis... Merci, Lindsay. Super. Merci à vous. Merci d'avoir répondu aux questions. Je vous laisse. Céline et Francis,
Participants, participantes, c'est le moment où on fait la clôture. J'espère que ça a été un moment enrichissant pour tout le monde. Moi, ça l'a été pour moi. J'ai vraiment apprécié vous rencontrer, connaître un peu plus vos histoires. Juste avant qu'on se quitte, je vous invite à partager peut-être vos entreprises, votre site web. Est-ce qu'il y a un call to action? Est-ce que vous êtes en recrutement? Comment qu'on peut s'engager avec vous? Oui, on cherche. on cherche des stagiaires. Ben, tu sais, comme toutes les entreprises, on cherche souvent des gens qui ont un peu d'expérience, là. Mais on est toujours à la recherche de stagiaires, puis peut-être pas hésiter à nous envoyer des CV, des candidatures spontanées. On en reçoit énormément, donc si on répond pas, ça veut pas dire qu'on l'a pas vu, ça veut pas dire qu'on est ingrat, mais on en reçoit beaucoup, sauf qu'on prend quand même le temps de les ouvrir. Puis la réalité, c'est que souvent, quand on doit engager, on est dans une position où on est débordé. C'est pour ça qu'on doit engager. Oui. On n'a pas le temps de se lancer Oui. dans une campagne de 3-4 semaines. Fait qu'on va souvent piger dans des CV qu'on a reçus avant. Puis votre site web, c'est? Labri.ca, labri.ca. Super. Je suis la voix off. Si ça vous dérange pas, Francis et Céline, de l'écrire dans la conversation, comme ça les gens n'auront plus qu'à cliquer dessus. Merci beaucoup. Quelle voix off exceptionnelle. Oh là là. Céline? Nous, à l'été, on prend toujours des stagiaires en design. Donc, s'il y en a qui sont en design industriel, vous pouvez envoyer vos CV, on regardera ça. Puis sinon, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, on veut toujours grandir notre communauté.